Bismillah. Maori avait eu raison. L'habitude venait. Je ne ressentais plus au réveil ces courbatures qui déchiraient mes muscles noués jusqu'à ce que l'échauffement d'une nouvelle escalade les assouplisse. Victo semblait toujours plus vieux que son âge, mais il grimpait plus aisément. Et lui qui s'était toujours plein d'un sommeil avare, dormait à présent aussi profondément que nous. Kateri et Joseph avaient des mains calleuses qui ne s'écorchaient plus sur les barreaux. Nous montions, échelle après échelle, répétant des gestes routiniers. Jusque-là, nous n'avions eu à affronter que 2 ou 3 passages un peu difficiles à cause de barreaux manquants. Puis vint une halte de Maori, et lorsqu'il testait l'échelle suivante, elle s'arracha son scellement. Un cri d'alarme m'aplatit sur mon perchoir. L'échelle plongea, sifflante, en nous rasant. Personne n'a été touché, demanda Maori, avec un calme que j'admirais. Les noms affluèrent. Très bien. Théode, viens me rejoindre. Je vais planter des pitons. Il faudra que tu m'assures. Théode monta. Même en renversant la tête en arrière, je pouvais voir clairement ce que faisait Maori. Mais il m'avait montré ce pistolet à long tube, qui enfoncerait des tiges d'acier à travers revêtements métalliques et béton, assez solidement pour qu'elles supportent notre poids. Le seul ennui était que nous ne pourrions pas récupérer ces pitons. Nous en avions en réserve, mais comme pour le reste, la provision pourrait s'épuiser avant que nous n'ayons atteint le but. Je m'installai pour l'attente, aussi commodément que possible, et refoulai les pensées déplaisantes à chaque instant du voyage. Nous courions des risques, alors un de plus ou moins. La première décharge du pistolet lance-piton résonna. Le sifflement brutal se répercuta dans la paroi. Il en vint d'autres, séparés par des pauses. La tache de lumière projetée par la lampe de Maori montait. Puis il annonça un peu haletant qu'il avait atteint l'échelle suivante, et il demanda à Théode de le rejoindre. Encore un temps d'attente, nous nous taisions. « À ton tour, Victo, dit Maori. Va doucement. Assure bien tes prises, et ne t'inquiète pas. Je tiendrai ta corde. Tu ne risqueras rien. »« Oh, dit Victo, aussi gaiement que possible. Je suis un vieux froussard, mais pas à ce point-là. J'y vais. » Il commença à se hisser de piton en piton. Elles choisirent cet instant pour attaquer, ces filles de l'ingénieur fou, comme poussées par une malveillance consciente. Elles naquirent de l'ombre dans un tourbillon d'ailes livides, de cris aigres, de griffes et de dents. Des aiguilles de feu s'enfoncèrent dans ma cuisse et mon épaule. À travers l'épaisseur de mes vêtements, je me débattis, maladroit, affolé par les morsures et la peur de tomber. Tout était confusion, cris, panique et glapissante nuée d'assaillants. Le hurlement de Maori domina le vacarme. « Vos lampes! Braquez vos lampes !» Cramponné d'un bras à un barreau, j'arrachai ma lampe de mon front. Le jet de lumière révéla un grouillement de bêtes volantes qui présentait une analogie avec les chauvettes. Mais il était difficile d'en concevoir de semblables. Énorme, d'un bleu d'eau, atteignant bien 1 mètre d'envergure, sinon plus. Les yeux pourpres luisants comme braise, le mufle tronqué ou couvert sur des crocs menaçants. Le trouée de lumière les effraya. Les ailes parcheminées sifflèrent et les cris taraudants s'exaspérèrent. Elles s'écartèrent un instant et revinrent à l'attaque sous un autre angle. Durant l'éternité, j'agitais ma lampe avec frénésie, en cercle, en croix, en zigzag, pour tenter de repousser ces gueules féroces, scintillantes de dents. Toutes les lampes du groupe dansaient follement, balayant le puits d'éclairs lumineux, arrachant l'ombre des fragments de cauchemar, une aile tendineuse et blafarde, l'éclat pourpre d'un œil rond, un mufle hideusement camard, une oreille de parchemin effrangé, un scintillement de croc. Quelque part au-dessus de moi, une voix déformée criait et criait, dominant par son intensité la furie glapissante des monstres blancs. Aussi soudainement qu'elle était née, l'attaque cessa. Les ailes parcheminées sifflèrent et disparurent dans l'ombre noire du puits, et je commençai à sentir trop nettement la douleur aiguë causée par les morsures. Des phrases précipitées s'échangèrent, le bilan était désastreux. Nous avions été tous mordus, mais personne autant que Victo. En équilibre sur un piton, il n'avait pas pu manier efficacement sa lampe. Les attaquantes s'étaient acharnées sur lui. Il criait, dit Maori, et ma lampe ne suffisait pas pour nous deux. Il a glissé ou s'est évanoui. J'ai dû soutenir son poids.
Ces bêtes maudites semblaient le deviner, elles s'acharnaient, j'ai bien cru que j'allais plonger. J'ai essayé de l'éclairer aussi, dit Théod, mais je n'ai pas pu faire grand-chose. Aide-moi à le remonter, dit Maori. Il est inerte. Kateri exprima avec un calme remarquable. Nous devons atteindre d'urgence la plateforme. Nos blessures doivent être désinfectées le plus vite possible. J'ai vu ces bêtes dans une émission télévisée. Ce sont des chauves blanches, une branche albinos et géante de la famille des chauvettes. Et comme les chauvettes, elles transportent des germes de maladies. Attends-nous. Nous avions emporté une réserve de médicaments, mais ne pouvions envisager les soins durant que nous étions en équilibre sur les barreaux. Victo, que Théod et Maori avaient allé, reprit conscience. D'une voix très faible, il se plaignit de souffrir beaucoup. « Il faut nous hâter, » répéta Kateri. Parole sage, mais pas aisée à suivre. Franchir le passage difficile des pitons nous prit du temps, et il restait encore bien des échelles avant la plateforme. Nous les escaladâmes dans un cauchemar de souffrance et de fatigue, en nous relayant pour aider Victo qui pouvait à peine se mouvoir. D'instant en instant, mes blessures se faisaient plus cuisantes, et j'étais davantage inquiet pour Victo. Nous le tirions, le poussions, en lui faisant endurer un évident martyre. Nous atteignîmes enfin la plateforme. Victo eut la priorité des soins. Son état nous affola, sauf sur les épaules, protégé par son sac. Il était criblé de morsures, plus ou moins profondes. Ses vêtements n'avaient opposé qu'une très faible barrière à des mâchoires solides. Il n'était qu'à demi conscient. Il se laissait manipuler sans autre réaction que des gémissements. Faible. Son visage était grisâtre, ses lèvres blêmes. Il respirait avec peine, par saccades haletantes. Théod désinfecta les plaies avant de les saupoudrer de cicatrisants et de les panser. « Fais-lui avaler une gélule de calmant, conseilla Joseph. Et il faudrait les lui réserver. Nous n'en avons pas beaucoup. » Nous installâmes Victo le plus commodément possible. Apaisé par le calmant, il dormait, mais respirait toujours avec peine trop bruyamment. Nous pouvions penser à nous et nous nous soignâmes tous en veillant à économiser nos réserves. Maori frottait mon épaule avec, à mon avis, beaucoup trop de vigueur. Pour me distraire de ces bons soins, je demandai « Connaissais-tu ces chauves blanches ?» J'en avais entendu parler, mais je n'y croyais guère. Dans la matriarchie, où seules les femmes peuvent suivre à leur gré les informations télévisées, les hommes pratiquent le téléphone arabe, mais c'est une source de renseignements plutôt fantaisiste, qui mêle le vrai et le faux, et enjolive volontiers la réalité. Les chauves blanches auraient pu naître d'un cauchemar de mythomane, mais elles étaient réelles, et leurs attaques nous avaient mis dans une situation difficile. Les soins terminés, Maori nous réunit pour une discussion. Il exposa. Nous ne pouvons pas rester ici à cause des chauves blanches. Elles ne doivent pas être loin, elles reviendront. Victor ne pourra pas monter, objecta Théod. Je sais. Nous le porterons à tour de rôle sur notre dos, en l'attachant avec des bandes découpées dans une couverture. Toi, Gerd et moi, Joseph et Kateri n'y arriveraient pas. Eux se chargeront des deux sacs en surnombre, celui de Victor et celui du porteur. Kateri redevint femme. Brusquement, comme si elle n'avait jamais cessé de l'être, elle dit calmement « C'est une solution d'homme, totalement irréaliste. Elle nous perdra tous pour en prolonger un seul, qui est déjà presque au terme de sa vie. » Je la haïs instantanément. Les bonnes vieilles lois de la matriarchie, efficacité avant tout, suppression des inutiles, cette garce de femelle trouvait tout naturel de suggérer l'élimination de Victo. « Je te tuerai plutôt moi-même, dis-je, en essayant d'être aussi calme qu'elle. » « Moi, dit-elle froidement, je peux monter, pas Victo. Si jamais il t'entend, explosa rageusement Théod, je te jure que je te tordrai le cou. » La forme allongée proche restait sans réaction. Victo dormait toujours. Joseph regardait Kateri avec une angoisse incrédule. Il était blessé profondément, il ne comprenait pas. « Kateri, dit-il doucement, tu ne peux pas. » Je peux utiliser mes facultés de raisonnement, ce dont vous me paraissez tous incapables. Ce que propose Maori est irréalisable. J'évalue le poids de Victor à environ 75 kilos. Croyez-vous vraiment pouvoir hisser une telle charge sans vous épuiser ou tomber? Vous n'y arriverez jamais. Victor est gravement blessé, il est âgé. Même soigné à l'infirmerie, il ne survivrait peut-être pas. Vous allez le torturer pour rien, il ne le supportera pas. Nous pouvons rester ici.
Même sans l'échoffe blanche, nous ne le pourrions pas. Chaque jour qui passe diminue nos réserves. La froide logique de ces arguments ne me les faisait pas accepter plus volontiers. Réalisme et sentiment sont inconciliables. Je vous rappelle aussi, ajouta Kateri, que notre provision de médicaments a déjà été fortement entamée. Bientôt, nous ne pourrons même plus soigner Victo. Théode contenait mal sa colère, il cracha. « Et que proposes-tu? Que nous l'abandonnions ici, à la merci des chauves blanches qui l'achèveraient? Ce serait inutilement cruel. J'avais prévu une éventualité de ce genre. Il y a des somnifères avec les médicaments, nous les lui ferons avaler comme un remède quelconque, sans lui dire la vérité. Il mourra paisiblement pendant son sommeil. » « Avale-les toi-même, dis-je, et va chez l'ingénieur fou, il t'accueillerait très bien, il aime les monstres, son domaine n'est sûrement peuplé que de femmes. » La haine avait grandi. J'aurais très volontiers tué Kateri. Théode aussi, je pense. Lui et moi étions très proches de Victo. Depuis l'adolescence, nous l'avions eu comme chef jardinier, et nous nous souvenions de cette bonté généreuse qui était la base même de sa nature. « Grande-mère, merci, » s'exclama Théode. « Il dort toujours, mais parlons plus bas, si jamais nos voix l'éveillaient. » Théode a raison, approuva Maori. Parlons plus doucement et discuter est stérile. Il faut décider. Kateri a son opinion, mais j'ai l'impression qu'elle est seule de son avis. Je me trompe, Joseph? Nous emmenons Victo, bien sûr. C'est aussi mon point de vue et celui de Gerd et de Théode. Donc nous ferons ce que j'ai proposé, d'accord? Nous l'étions, mais pas Kateri. Très bien, dit-elle. Je ne peux pas vous empêcher d'être fou. Agissez à votre guise. Mais Joseph et moi ne prendrons pas les sacs. Notre charge est déjà assez lourde. Débrouillez-vous seul. Kateri, gémit Joseph, nous devons tous nous entraider, tu... Maori l'interrompit. Elle s'exprima paisiblement sans aucune colère. Tu prendras le sac, ou tu ne mangeras pas. Tu n'es plus dans la matriarchie, ma belle. Si tu refuses de nous aider, nous ne te nourrirons pas. C'est clair? Et j'espère que Joseph ne sera pas assez stupide pour vouloir partager sa ration avec toi. S'il l'était, nous veillerions à l'en empêcher. Le visage du chanteur exprimait une telle angoisse que je le plaignis. Nous étions moins surpris que lui par la réaction de Kateri. Nous avions prévu des problèmes, pas Joseph. Lui, il avait réellement cru différente. Kateri nous prouvait que le réalisme qu'elle prêchait s'appliquait aussi à elle-même. Sans perdre une parcelle de son calme, le visage lisse, les yeux inexpressifs, elle cessa de s'opposer à notre projet. Elle recommença à se taire, comme de coutume. Nous mangeâmes, puis Maori dit « Nous allons tenter de dormir quelques heures avec des lampes allumées pour nous protéger des chauves blanches. Il faut prendre ce risque. Nous avons besoin d'un peu de repos. Il nous faudra de la lumière pour monter aussi, dit Joseph. De jour, une équipe pourra le remarquer, moins facilement dans le puits qu'ici. Et plus vite nous serons loin de ce secteur, mieux cela vaudra. Je ne crois pas que Victo supporterait d'autres morsures. Et pour la garde, demanda Théode, une demi-heure chacun. Pas Kateri, dis-je. Non, admit Maori, pas Kateri. Durant notre sommeil, rien n'empêcherait cette mauvaise femelle de tuer Victo. Tant mieux, dit-elle avec un sourire ironique. Je dormirai plus longtemps.